Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de Tokyo Otherscape. Tokyo Otherscape, je vous en avais parlé il y a un assez long moment, je pense que c'était en début d'année 2023, où je parlais beaucoup de 2D6 plus bullshit, donc c'est-à-dire un système de jeu de rôle pour jouer un petit peu à l'arrache à tout et n'importe quoi, que je vous avais présenté, je m'étais amusé à faire des petits PDF, tout ça. Et en fait, 2D6 plus bullshit, si vous vous rappelez bien, c'était inspiré de plusieurs jeux, ou plutôt d'un système de jeu qui est utilisé dans plusieurs jeux, c'est-à-dire le système de jeu de City of Mist, qui est un jeu qui a été traduit en français récemment et qu'on peut acquérir, je pense. En tout cas, j'en ai fait l'acquisition et je l'ai testé lors d'un one-shot. C'est aussi un système qu'on va retrouver dans Tokyo Otherscape, qui est un jeu qui va pas tarder à sortir en anglais. Les PDF finaux sont en train d'arriver, là, en février-mars, et le jeu va arriver en dur, je pense, en juin. Il a pris un peu de retard. Et en ce moment même, il y a un Kickstarter sur Legends of the Mist, qui va être le troisième jeu, en gros, des créateurs de City of Mist. Donc voilà, je peux pas vous dire que c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, mais c'est des jeux qui m'ont inspiré et auxquels j'ai très envie de jouer, en particulier maintenant que Tokyo Otherscape arrive, puisque City of Mist, personnellement, m'avait pas trop convaincu sur certains points, puisqu'il y avait des mécaniques que j'appréciais pas vraiment. Le thème aussi m'intéressait moins, c'est une sorte de... City of Mist, c'est un jeu un peu, on va jouer à l'époque contemporaine dans une ambiance enquête un peu noire, où nos personnages vont devoir trouver un équilibre entre leur vie personnelle et la vie du mythe qui les habite. En fait, c'est pas des super-héros, mais c'est des gens qui sont dotés de pouvoirs, qui leur viennent de mythes, etc. Donc c'est ultra cool, mais c'est pas mon truc à moi. Tokyo Otherscape, lui, m'a tiré beaucoup plus. Donc là, maintenant qu'il arrive, il est en train de revenir. Vu qu'il avait pris du retard, je l'avais un peu mis de côté. J'étais à fond sur Shadow Dark. Mais là, je pense que voilà, les deux, ils vont se disputer un petit peu les tables, les parties que j'ai envie d'organiser, en tout cas. Et pour l'instant, on est que dans la projection, parce que j'ai pas encore testé. Donc si ça tombe, je vais pas kiffer et tout. Mais j'ai envie de commencer à vous en parler, même si j'ai pas encore commencé à y jouer vraiment. Et ce que j'aime particulièrement avec Tokyo Otherscape, là, qui arrive, c'est qu'ils se sont débarrassés des mécaniques que je trouvais encombrantes personnellement. On va dire que City of Mist, c'était le premier jeu de ces créateurs dont j'oublie le nom là. Son of Oak Game Studio, voilà. Et donc City of Mist, c'était leur premier jeu. Et il y avait des moves, il y avait beaucoup de granularité que je trouvais pas nécessaire en fait. Et ils s'en sont séparés avec Tokyo Otherscape. Ils viennent simplifier leur jeu, je pense. Après, c'est que mon humble opinion. Je ne suis pas game designer, etc. Mais qu'ils ont compris un truc, ou en tout cas, ils vont dans la direction qui me plaît. Donc voilà. Ils simplifient leur jeu tout en gardant ce qui en fait le sel. Ils ont retiré les moves, etc. Et à partir de maintenant, je pense que ça va beaucoup, beaucoup m'intéresser. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que la manière dont ils ont changé le système pour Tokyo Otherscape va être rétro-compatible en fait avec City of Mist, parce que c'est sur la même base, quoi. C'est juste qu'ils ont enlevé des trucs qui pour moi étaient superflus. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Je vais vous montrer une feuille de personnage de Tokyo Otherscape et commencer à vous expliquer un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent 2D6 plus Bullshit, vous allez revoir des trucs que vous avez déjà vus, puisque je m'en inspirais. Dans un premier temps, on va faire ça, regarder une fiche de Tokyo Otherscape, et ensuite je vais essayer de vous faire une petite démo de jouer à Tokyo Otherscape vite fait, très très vite fait, pour comprendre les mécaniques. Et je le ferai avec une fiche de City of Mist pour vous montrer que c'est un peu rétro-compatible, et surtout parce que j'ai qu'une fiche de City of Mist, puisque Tokyo Otherscape pour l'instant c'est que du PDF. Donc on va d'abord regarder la fiche de personnage de Tokyo Otherscape. Alors, la voilà. Donc une fiche de personnage dans un jeu à la City of Mist ou Tokyo Otherscape, c'est ce truc ultra badass en fait. C'est tout simplement ça. Donc déjà ça fait kiffer. Vous voyez que au niveau des illustrations, c'est stylé, c'est très comics, pulp et tout. Et donc Tokyo Otherscape, vous l'aurez compris, c'est dans le thème cyberpunk. On va mélanger le mythique, le réel et le cyberpunk. Et en fait, le livre de base s'appelle Metro Otherscape, c'est-à-dire il n'est pas accolé à un univers particulier. Mais le premier univers qu'ils vont développer pour Metro Otherscape va être Tokyo Otherscape. Et donc, on va avoir la composante nippone. Tout simplement, on va jouer dans le Tokyo du futur imaginaire, avec des mythes, etc., etc. Mais sinon, le jeu voilà, n'est pas forcément uniquement un jeu pour jouer à Tokyo, à proprement parler. Donc, qu'est-ce que c'est le mix mythique cyberpunk et réel ? C'est qu'en gros, on va jouer dans un monde qui peut ressembler au nôtre, c'est-à-dire que voilà, il y a des humains, ils font leur vie blablablou. Mais en fait, ça va se passer dans un univers cyberpunk, donc où la technologie va prendre énormément de place, et dans le jeu, ça va être un peu appelé le noise, c'est-à-dire le bruit de toute cette technologie qui nous aliène, en fait, un petit peu, qui nous isole du reste du monde, etc. Donc il y a vraiment les thèmes du cyberpunk, les gens qui... presque le cyberpunk, j'ai envie de dire, post-moderne d'une certaine manière aussi, puisque les gens sont focalisés sur la technologie, les mondes virtuels, etc., etc. Et sur le fait de vivre dans des paradis artificiels, donc un peu à la Matrix, hein. En soi, c'est pas vraiment forcément un truc hyper récent comme thème, mais voilà. On vit dans un monde comme ça, avec des corpos, tout ça, mais en plus, il y a le twist mythique,
qui fait que en fait il y a tellement de bruit, il y a tellement de noise justement, les gens font tellement plus gaffe à ce qu'est le monde, et en plus à leur vue et à leur sens se superpose tout le temps soit la réalité virtuelle, soit la réalité augmentée, et tout ce bruit que ça fait en fait ça permet en fait au mythe de refaire surface. C'est pas un truc à la Shadowrun où il y a une sorte de cataclysme et la magie fait son grand retour. C'est quelque chose d'un petit peu plus subtil ici. Déjà, c'est vraiment basé sur les mythes plus que sur on va dire la fantasy. C'est pas une histoire d'orques, d'elfes, etc. C'est plutôt sur des mythes qui vont essayer d'apparaître. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va trouver un objet qui va lui donner les capacités d'un Oni dans Tokyo Other. Par exemple, on va retrouver Excalibur. On va retrouver voilà, tout ce qui va être conté légende. Après, vous pouvez aussi aller dans la pop culture. En fait, vous pouvez parler d'orques et d'elfes, etc. En fait, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez à ce niveau-là. En gros, les mythes, ce sont des croyances ou alors des choses d'un passé mythique qui essayent de ressurgir à une époque où on fait plus trop attention à elles et où elles peuvent se fondre dans la technologie, etc. Il y a un peu un délire comme ça. Donc voilà un peu l'ambiance. Et donc là, on est face à une fiche de personnage. Et en gros, comment ça marche une fiche de personnage de Tokyo Other? Bah, voilà, en haut à gauche, vous avez le nom de votre personnage avec son illustration ultra badass. Ça, c'est un pré-tiré. Et ensuite, vous allez avoir des tags. Donc les tags, en fait, c'est des petites phrases, des courtes expressions qui vont permettre de définir votre personnage et qui vont lui donner des avantages mécaniques, mais qui ont surtout l'avantage d'être quelque chose qui est très dans les mots finalement. Vous voyez, il y a certains jeux qui vont se baser sur... il y a une liste de 6 caractéristiques et on met des points dans ces caractéristiques. Là, en fait, vous n'avez pas de caractéristiques de base qu'on retrouve chez tous les personnages. Ils sont juste définis par des tags qui leur donnent des bonus. Et donc, ça fait que en venant écrire ces tags sur votre feuille de personnage, vous allez vraiment définir votre personnage par les mots en même temps que par la mécanique. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Et en gros, ces tags, on va les retrouver à travers différents thèmes. Donc dans Tokyo Other, votre personnage, il est défini par 5 thèmes à la base. Et ces thèmes, ils peuvent être de différentes familles, entre guillemets. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des différences de couleurs entre ces thèmes. Par exemple, là, mon personnage, ce serait Wilson. Et Wilson, grosso modo, c'est quelqu'un qui a des capacités d'un Oni, qui est aussi quelqu'un qui a de la street cred, un spécialiste des flingues, et qui a aussi un Heavy Railgun. Vous voyez, c'est ces différents thèmes. Et donc, Oni Strength, il est en violet. Pourquoi? Parce que c'est un de ces thèmes liés au mythe, au mythos. Ensuite, on a 2 thèmes rose-rouge. Alors moi, je suis daltonien, donc vous me direz. Qui sont des thèmes, pour le coup, on va dire, appelés de mythes, c'est-à-dire de la viande, qui sont des thèmes humains, on va dire, de personnalité. Et mon dernier thème, il est bleu clair, et c'est un thème de noise, donc de cyber, quoi. Alors je sais pas si cette feuille de personnage date d'avant la refonte du système et tout, donc voilà, ça ne change pas grand-chose. Par exemple, il me semble que maintenant, on dit plus des thèmes de mythes, mais des thèmes de personnalité, mais je suis pas sûr, parce qu'en fait, ici, c'est écrit personnalité. Bref, peu importe, vous voyez, qui est défini par 3 familles de trucs, qui vont être à la fois le mythe, à la fois ce qu'il est lui, et à la fois la technologie. Et en fait, au fil de la partie, vous allez pouvoir changer de thème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la narration vous mène dans cette direction, peut-être que notre Wilson, il ne va plus s'intéresser vraiment à la street, etc. Et que donc tous ces tags, là, toutes ces capacités, ces mécaniques et toute cette partie, ce thème qui le définit en tant que personnage de street cred va disparaître, et peut-être que ce sera remplacé par un thème de mythos, parce qu'il va s'enfoncer plus dans la voie du mythos, donc il va se retrouver avec 2 thèmes de mythos, un thème d'humain, entre guillemets, et un thème de technologie, ou à l'inverse, il va se laisser envahir par la technologie, etc., etc. Donc il va y avoir vraiment un jeu autour de cet équilibre entre les thèmes qui est aussi assez intéressant, qui va faire que, en fait, l'essence même de votre personnage va évoluer. Ce qui va finir par devenir 100% humain, par exemple, à vouloir rejeter complètement la technologie et le mythe, ou alors est-ce qu'il va devenir complètement un mythe, en fait, presque un avatar de ce mythe, devenir un Oni, littéralement, ou est-ce qu'il va se transformer en machine, etc. On va pouvoir jongler entre ces thèmes. Mais à tout moment, en tout cas, on va être défini par 4 thèmes d'une de ces 3 familles. On va également avoir un 5e thème qui va être le loadout, qui est vraiment l'équipement pour le coup, et qui est aussi défini par des tags, c'est-à-dire de courtes expressions. Et ça va être notre équipement, donc ça, il va plus aller venir à mesure qu'on perd de l'équipement, qu'on rachète de l'équipement, qu'en mission on emmène tel équipement ou pas tel équipement, etc. etc. Et enfin, il y aura un thème supplémentaire qui va être le thème de notre crew, c'est-à-dire de notre groupe, dans lequel on aura aussi des tags qui vont nous servir mécaniquement, mais qui sera partagé par tous les personnages du crew. Et ça va nous permettre de définir le groupe un petit peu comme entre guillemets, un personnage supplémentaire. Et donc voilà, dans tous ces thèmes, on va retrouver des tags. Et il va y avoir des tags qui vont être positifs et des tags qui vont être négatifs. Donc vous voyez ici que comme c'est un pré-tiré, on a plus d'informations qu'il en faut pour jouer. Si je prends par exemple, on va zoomer, on va prendre juste le truc, voilà, sur notre gun là, vous voyez, notre avantage de Heavy Railgun. Donc si on décortique un petit peu ça, on voit qu'on a 3 tags qu'on va appeler des power tags. Donc c'est des tags qui nous donnent des bonus mécaniques.
Donc déjà, rien que le titre, vous voyez le truc le plus gros là, c'est à la fois le titre, mais c'est déjà un tag en soi. Donc on a Heavy Railgun qui est un de nos power tags. Ensuite, on a Projectiles Too Fast to Dodge, donc des projectiles trop rapides pour être esquivés, qui est un de nos tags, et Switch to Destructive Plasma Pulse, donc faire switcher le mode de tir sur un truc de destruction à plasma, peu importe. C'est notre troisième power tag. Ensuite, ceux qui sont pas colorés, c'est tout simplement qu'on les a pas encore débloqués. Donc en fait, vous voyez que comme voilà, on est sur un pré-tiré, on nous met des trucs qu'on pourra débloquer plus tard ou pour nous inspirer, mais en soi, on n'est pas obligé de prendre ces tags-là spécifiquement, puisqu'on peut écrire nos propres tags en fait dans le jeu. C'est ça qui est ultra intéressant. Donc pour l'instant, ceux qu'on a, ce sont les gros là, et ceux-là, c'est qu'on va pouvoir débloquer. En jaune, on a Weapon Jam. Je sais pas trop ce que ça veut dire, comment le traduire, et j'ai la flemme d'y aller, mais ça, c'est un weakness tag. On va prendre un autre que je comprends tout de suite, genre Adrenaline Junkie sur l'autre thème, c'est-à-dire qu'on est camé à l'adrénaline, quoi. On est addict à l'adrénaline. Donc ça, c'est un tag weakness, donc un tag de faiblesse, qui au contraire va pouvoir venir nous pénaliser en fait. Donc voilà, ça ce sont les tags. Et en fait, quand on va faire une action dans un City of Mist ou Tokyo Otherscape, etc., et ben on va faire comme dans 2d6 plus bullshit ou dans un PBTA, on va acheter 2d6, on va additionner leur score et ajouter des bonus et des malus. Donc typiquement, je jette 2d6, là j'ai fait un double 6, donc je fais 12 avec mes dés, et je vais ajouter mes bonus. Et admettons, j'étais en train de tirer sur un truc, je vais regarder c'est quoi mes tags qui peuvent m'aider à tirer, pour faire simple. Et a priori, eh ben, ils sont à peu près... J'ai Gun Expert, vous voyez, qui vient de ce thème-là. Donc Gun Expert, ça me fait +1. J'ai Heavy Railgun, qui me donne +2, on va dire. Et j'ai Projectiles Too Fast to Dodge, qui me donne +1 aussi, ce qui m'amène à +3. Donc c'est 3 trucs qui sont positifs pour mon tir. Mais on va dire que dans cette scène, je sais pas, je suis sous le feu de la baston et je pourrais perdre en précision parce que je suis addict à l'adrénaline et je fais un peu n'importe quoi, je tire dans tous les sens. Et donc je vais me donner un -1 avec Adrenaline Junkie, qui est un tag négatif. Donc +3, -1, ça m'amène à +2. J'ai fait un double 6, +2, j'arrive à 14. Ce sera le score de mon jet de dés en fait. Évidemment, plus je vais faire un score haut, mieux c'est pour moi. Plus je vais faire un score bas, moins bien c'est pour moi. Donc voilà, c'est très très simple. Vous faites des additions de tags positifs, négatifs, etc. Vous avez un bonus, vous jetez 2d6, vous cumulez le tout et ça vous donne un résultat. Si vous faites 6 ou moins avec le total, vous allez subir une complication, une conséquence. C'est comme ça que c'est défini dans Tokyo Otherscape. En général, c'est négatif. Si je fais entre 7 et 9, j'ai réussi mon action. Concrètement, ce que je voulais faire, ça marche. Mais je vais avoir aussi une conséquence négative qui va peut-être me venir poser des soucis. Par exemple, mon flingue s'enraye, ou alors je tire sur un de mes alliés, ou alors j'étais tellement en train de mitrailler à balles que j'ai pas vu qu'on me contournait et je viens me faire poignarder dans le dos, j'en sais rien. Je perds toutes mes munitions, etc., etc. Et si je fais 10 ou plus, là, ça va être une réussite totale sans conséquences négatives pour mon personnage. Donc ça, c'est la base. Et c'est vraiment c'est la base du système à laquelle ils sont revenus. Il n'y a pas de move, etc., comme dans les PBTA. On détermine l'enjeu, entre guillemets, on jette 2d6, on ajoute nos bonus, on retire nos malus, et on voit si on a fait une réussite avec conséquence, ou juste une conséquence négative. Donc ça, c'est la base du jeu, et c'est le mode, on pourrait dire, un peu narratif, dont on peut se servir la plupart du temps. Mais on va pouvoir aller plus loin dans le détail, lorsqu'on va vouloir de la granularité, de la tactique, etc., mais c'est optionnel, ça dépend de si on en ressent le besoin pour la scène, pour ce qu'on a envie de raconter. Ça montre bien que c'est un jeu qui est plutôt narratif. Typiquement là c'est vraiment narratif, on va voir si on est dans un combat qu'on pense hyper important, etc., peut-être qu'on va aller dans les règles un petit peu plus poussées, et si on a juste envie de faire une scène qui fait la démonstration de la puissance de feu du personnage et voir s'il détruit facilement ou pas une bande de malandrins qui ne lui arrivent pas à la cheville, on va peut-être pouvoir gérer ça en un seul jet de dés comme on l'a fait juste avant. Avant d'aller dans le détail justement des règles avancées, on pourrait dire, même si c'est pas en soi des règles avancées, c'est plutôt l'option d'amener plus de granularité à une scène. Avant d'aller là-dedans, on va parler un petit peu plus des tags encore et continuer à parler un petit peu de la fiche. Donc vous voyez que là, j'ai des traits positifs, des traits négatifs qui sont directement sur ma fiche, mais il y a aussi, au-delà des power tags qui sont positifs et des weakness tags qui sont négatifs, des story tags. Donc les story tags, qu'est-ce que c'est ? Les story tags, ce sont des tags qui, eux, pour le coup, ne dépendent pas forcément de mon personnage. En fait, vont pouvoir être, par exemple, liés à une scène. Par exemple, il pleut à grosses gouttes. Ou alors, porte blindée. Ou alors, ça peut dépendre d'un ennemi. Par exemple, mon ennemi, il a vision infrarouge.
C'est un de ses tags à lui, à mon adversaire. Donc c'est plus quelque chose qui relève, entre guillemets, du maître du jeu, entre guillemets, ou du contexte de l'univers, etc. Et ben ces tags, en fonction de s'ils sont positifs ou négatifs, ils sont pas intrinsèquement négatifs ou positifs, vous voyez, et ben on va pouvoir venir les additionner, etc. Ce qui va amener encore de la granularité au jeu. C'est-à-dire que typiquement, si on a un ennemi qui a un tag, son tag c'est qu'il est, il est géant, bah, si on est en train de se battre au corps à corps avec lui, c'est un tag qui va être négatif pour se battre contre lui, et donc ça va venir donner un malus à notre jet de dés. Alors que si on essaye de fuir ce personnage en passant dans les petites coursives, là où il ne pourra pas nécessairement nous suivre facilement, peut-être que là, le fait qu'il soit géant, ça va plutôt être un tag positif pour nous, et dans ces circonstances, ça va nous donner +1. Donc en fait, là où sur la feuille, les tags sont vraiment déterminés comme étant positifs ou négatifs, sur la feuille de personnage, de joueur, les story tags, ce qui est externe au personnage, ça va plutôt être en fonction de la situation qu'on va l'interpréter, tout simplement. Sachant que, au fur et à mesure de la progression d'une scène, etc., ben on va pouvoir ajouter des tags à la scène. Nos adversaires, peut-être, ils ont une deuxième forme. Vous voyez, comme les boss dans les jeux vidéo, bam, ils ont un nouveau tag qui apparaît. Genre, bah, là, avant, c'était genre un samouraï légendaire, c'était le tag d'un de mes adversaires. Il passe en deuxième forme. Maintenant, il a en plus le tag géant. Et donc maintenant, je devrais prendre en compte ces deux tags pour l'affronter, voir si ça me donne des malus, des bonus, etc. Ensuite, vous pouvez voir aussi sur la fiche qu'il y a des petites flammes comme ça, un petit peu à côté de nos tags. En fait, ça, c'est pour montrer que nos tags peuvent être burn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, burn? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le MJ, peut-être, par exemple, si j'ai une conséquence voilà, négative, etc., pendant un combat, je sais pas quoi, pour reprendre mon exemple avec le tir avec mon Heavy Railgun, bah, il pourrait me mettre une conséquence négative du type ouais, t'as vidé toutes tes balles, ou bien ton Railgun est cassé, et il pourrait venir burn mon tag, c'est-à-dire on vient cocher la petite flamme à côté de Heavy Railgun, et maintenant ce tag je peux plus l'utiliser, tout simplement. Un PJ aussi peut volontairement venir burn un de ses tags, c'est-à-dire qu'il pourra plus s'en resservir après, il pourra plus refaire appel à ce trait pour obtenir un gros bonus sur le moment, mais sacrifier entre guillemets ce tag, comme on sacrifierait une ressource un petit peu dans certains jeux. Et donc je pourrais dire par exemple que là je mets toute ma street cred sur la table pour une négociation, vous voyez, que ça me donne un gros bonus sur le coup, mais que j'ai tellement demandé un gros service sur le moment que je pourrais plus utiliser ma street cred avant un moment. Il va falloir que je fasse profit bas parce que là j'ai vraiment un peu joué au con. Et donc voilà, sur le jet que je vais faire là, ça va me donner un bonus de +2, ce qui m'amène à +3 parce que j'ai non seulement street cred et en plus le +2 parce que j'ai cramé ma street cred. Donc sur le moment là, je vais avoir un +3. Par contre, je burn moi-même en tant que joueur, c'est une prise de décision, je burn ma street cred, je pourrais plus m'en servir. Donc ça peut être à la fois le joueur qui burn ses propres trucs pour avoir des gros bonus sur le moment, mais qui ne récupérera pas tout de suite, il devra se reposer, etc. Ou alors ça peut être le MJ qui le fait comme une conséquence. De la même manière, le fait que les weakness tags ici soit invoqué, ça peut être au bon vouloir du joueur, parce que en fait pour gagner de l'XP entre guillemets, alors il y a d'autres moyens, il y a plein de moyens de gagner de l'XP, on va pas aller dans le détail, etc. Mais entre guillemets pour gagner de l'XP et débloquer par exemple des nouveaux tags sur mon thème, etc., faire progresser mon personnage, il va falloir que je joue mes faiblesses. Encore une fois, c'est un jeu narratif, c'est-à-dire qu'on va aller dans le play to lose pour montrer qu'on essaie de surmonter des obstacles, des trucs qui nous amoindrissent en tant que personnage, et si on le fait, on va pouvoir progresser en apprenant de nos erreurs, etc., etc. Donc en fait, quand on fait ça, si je décide volontairement, par exemple, de me mettre Adrenaline Junkie sur mon GD et de me mettre un -1, bah, je vais pouvoir cocher une case sur l'attention. Ici, vous voyez une sorte de petites jauges sur chacun de mes thèmes ici. Je vais pouvoir cocher une de mes cases, et quand j'aurai coché 3 de mes cases, je vais gagner un point de progrès, entre guillemets, à investir, ce qui va me permettre de débloquer un autre tag, par exemple. Il y a un autre truc, c'est que si pendant le jeu, en fait, le MJ me tend des perches, et que par rapport à un de mes thèmes, et que je les refuse, on va pouvoir cocher des cases de fade, et si j'ignore, entre guillemets, les enjeux d'un de mes thèmes pendant trop longtemps, bah, je peux perdre ce thème, et en avoir un nouveau qui va venir le remplacer. Donc typiquement, vous voyez que sur chaque thème, j'ai une sorte d'enjeu un petit peu narratif qui va créer du jeu. Le fait qu'il ait un méga gros gun, ça lui impose un hitch, c'est-à-dire il privilégie toujours la force brute. Donc ça veut dire que si le MJ me met face à une situation et je ne privilégie pas la force brute, et ben le MJ pourrait me dire ah bah tu vas cocher une case de fade. Et donc ça fait qu'en plus notre thème c'est aussi une sorte de guide de roleplay. Encore une fois, c'est un jeu plutôt narratif, qui essaye de nous faire jouer nos thèmes. Si on ne les joue pas assez, on va finir par les perdre et ils seront remplacés par d'autres, ce qui peut être assez logique dans un truc justement narratif. Pareil, vous voyez, pour
garder mes pouvoirs d'Oni, là, Oni Strength, ma capacité de me transformer un peu en Oni, il va falloir que j'accomplisse régulièrement des sacrifices. Et donc, je dois porter en permanence mon masque d'Oni. Et donc, ça veut dire que le jour où je refuse de porter mon masque d'Oni, je vous l'ai fait un peu rapide, etc., le MJ peut me dire, tu viens cocher fail, et au bout d'un moment, je pourrais perdre le pouvoir de l'Oni, etc. Et ça, c'est une autre manière de progresser. On pourrait croire que c'est un truc qui nous fait régresser, mais non, en fait, c'est une évolution, on va dire. Là où cocher des cases d'attention en utilisant mes weakness tags ou à la fin d'une séance, parce qu'à la fin d'une séance, je peux gagner aussi des trucs pour progresser, etc., ça va me permettre de progresser, on va dire, de manière verticale, c'est-à-dire obtenir de plus en plus de tags, de puissance, etc. Le fait d'ignorer ou de jouer mes thèmes, ça va me faire plutôt une progression, on va dire, horizontale. C'est-à-dire que je ne vais pas y perdre vraiment en capacité ou devenir plus puissant, mais ça va faire évoluer mes thèmes, évoluer mon personnage, et peut-être que il y a certains trucs qui faisaient l'identité de mon personnage, comme mon Heavy Railgun, que je vais finir par perdre parce que je m'en sers plus vraiment. Et j'ai décidé de devenir un fin négociateur et je perds tous mes tags d'Heavy Railgun et je vais en gagner d'autres dans un autre thème. Vous voyez, c'est un peu ça le délire. Ensuite, il y a un truc sur lequel on va pas vraiment se pencher, ce sont une autre manière de progresser, ce sont les capacités spéciales. Il peut y avoir, parce que là, pour l'instant, rien qu'avec tout ça, hein, évidemment, vous pouvez faire énormément de choses. Au niveau narratif, il y a plein de combos de tags, il y a vraiment de quoi se mettre quelque chose sous la dent, je trouve, et de manière en plus hyper simple, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais en plus, vous pouvez avoir des mécaniques spéciales qui vont se débloquer au fur et à mesure, du genre ignorer un dé, enfin je sais pas, je les connais pas par cœur, j'y ai pas joué, mais genre ouais, vous pouvez utiliser 2 fois un tag avant de le burn, j'en sais rien, tu vois, des trucs qui vont casser en fait la mécanique de base que vous allez pouvoir débloquer dans votre thème, etc. Donc voilà grosso modo une fiche de Tokyo Otherscape et un peu la manière dont ça fonctionne, la base du jeu. Donc si vous avez des questions, je vous invite à faire des recherches sur Internet. Il y a plein de vidéos sur City of Mist qui se transposent pas trop mal à Tokyo Otherscape, même s'il y a des évolutions sur Tokyo Otherscape. Je pense que quand il va sortir officiellement, il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir dessus. Moi, là, je suis un petit peu en avance. Je suis pas sûr que je puisse vous montrer le PDF là comme ça maintenant. Bon, même si ce serait pas mort d'homme, c'est pas la version finale, etc. Et puis, si je suis amené à y jouer, etc., peut-être que je vous en parlerai plus, qu'on pourra aller un peu plus loin dans la mécanique, s'amuser à faire une création de personnage et tout. Ce que j'ai envie de faire encore dans cette vidéo, c'est de vous parler de ce que je considère, ce que j'avais appelé les règles avancées, même si ça n'en est pas. On va dire que c'est plutôt le moment où vous voulez passer en mode tactique. On va en parler un petit peu et ensuite je vous ferai un exemple qui viendra un tout petit peu plus tard. Sur le pan un peu plus tactique, en fait il se peut que vous arriviez dans des scènes où vous avez envie de traquer certaines choses, certaines progressions, notamment avec les statuts. Donc en fait, de base, vous pouvez la jouer purement narratif. Si on fait simple, vous jetez vos 2d6 et vous avez les 3 trucs différents dont on parlait plus tôt. Conséquences, réussite avec conséquences, réussite tout court. Et vous pouvez le gérer de manière purement narrative, juste faire évoluer la situation. Moi, c'est ce que je fais dans 2d6 plus bullshit. Mais si vous voulez ajouter de la mécanique, vous pouvez commencer à faire appel aux effets. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à l'issue de votre GD, investir des points de pouvoir dans des effets. Donc, par exemple, si je reprends mon tir de tout à l'heure, je vous fais un exemple bidon. Je pourrais... on avait dit que j'avais jeté les dés avec 2d6 plus 2, puisque j'avais fait Adrenaline Junkie, plus Gun Expert, plus Heavy Ray Gun, plus Projectile Too Fast to Dodge. Et j'avais fait un double 6, donc j'avais eu un résultat de 14, donc c'était une réussite totale. À partir de ce moment-là, moi, mon GD, je peux me souvenir que je l'ai fait à plus 2. C'était 2d6 plus 2, ce qui m'a amené à 14. Et ces 2 points de pouvoir, entre guillemets, que j'avais, qui sont venus s'ajouter à mes 2d6, je vais pouvoir les investir suite à la réussite de mon GD. Et donc, je vais pouvoir soit les investir dans un statut, soit dans un story tag. Donc là, vous comprendrez peut-être mieux avec l'exemple qui viendra après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais pouvoir créer des story tags en tant qu'effet. Donc par exemple, peut-être que j'ai essayé de tirer sur une porte pour la faire exploser. Avec mes 2 points, je vais pouvoir investir ces 2 points pour détruire le story tag de la porte qui me barrait la route, le retirer de la scène. Par exemple, ça peut être un des effets que je vais chercher à faire. Et en fait, ça va avoir un coût en points. Donc comment ça marche, le coût en points ? Pour faire évoluer un statut, je reviens sur ce que c'est un statut après, c'est simple. La monnaie d'échange, c'est 1 point de pouvoir, 1 point de statut. C'est aussi simple que ça. Si je veux jouer avec des story tags, genre armure blindée, pour détruire un story tag ou créer un story tag, rajouter quelque chose à la scène ou le retirer à la scène, entre guillemets, là, ça me coûte 2 points. Donc, s'il y a déjà une porte blindée et que je veux la détruire, ça va me coûter 2 points. Mais si, à l'inverse, par exemple, avec, vous voyez là, j'ai Weapon Modification, j'ai envie de me fabriquer un meilleur flingue, je sais pas, j'ai envie d'ajouter un tag à mon flingue en le customisant, je sais pas, je peux, de la même façon, investir 2 points pour créer un story tag. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, j'ai un personnage qui est un magicien, j'en sais rien,
et j'ai envie de créer une armure magique sur un de mes alliés, et ben je peux dépenser 2 points de pouvoir suite à un jet de dés réussi. Genre, admettons, j'ai fait un jet à +2, je jette 2d6, je fais 6 et 3, 9 plus 2, 11, donc c'est une réussite complète. Bah, je peux investir mes 2 points, c'est 2 points bonus, pour créer un story tag sur un de mes alliés et lui mettre armure magique, par exemple. Donc je peux créer des tags, détruire des tags. Et je peux aussi jouer sur des statuts. Les statuts, c'est quelque chose qui va plutôt avoir une évolution, qui va pouvoir monter, qui va être gradué en fait, ou qui va pouvoir descendre. Genre par exemple, mon personnage, il peut avoir le tag armure magique, mais il peut aussi être, par exemple, blessé. Et vous voyez, blessé, c'est plus un statut qu'un truc effectif, factuel qu'il y a quelque part. Une armure magique, c'est une chose. Être blessé, c'est un statut, c'est une condition, entre guillemets. Et les statuts, en fait, sont pas gérés comme les story tags. Ils sont gérés en étant notés de 1 à 6. Donc je pourrais être égratigné 1, vous voyez, ou pulvériser 6, vous voyez. Genre, pulvériser 6, c'est vraiment, je me suis fait exploser. Égratigner 1, c'est j'ai une petite blessure. Et en fait, si on vient faire augmenter ce statut, il va évoluer de pire en pire. Et ces statuts, bah, ils peuvent s'appliquer à un élément de décor ou à un personnage, ou ça peut aussi être, par exemple, le temps qui reste à une bombe pour exploser, vous voyez. Bah, on va pouvoir faire avancer le statut, le progrès, en fait, vers l'explosion de la bombe, par exemple. En fait, le statut, c'est une mécanique supplémentaire au story tag, à tous les tags dont on parlait, qui ont une valeur de 1, en fait, et qui peuvent être des bonus, des malus. C'est un truc supplémentaire pour ajouter de la granularité. Sachant que ces mêmes statuts, du coup, pour les faire évoluer, ça me coûte que 1, contrairement à un story tag, ça me coûte 2 de le détruire ou de le créer. Le statut, le faire monter ou le faire baisser, ça me coûte 1. Et sachant également que ces statuts vont venir s'appliquer à mes jets. C'est-à-dire que si je suis blessé 3, par exemple, ça va sûrement me gêner pour utiliser mon gros railgun, là, mon heavy railgun. Donc si par exemple, je refaisais exactement le même jet de dés de tir que tout à l'heure, donc j'ai Gun Expert, Heavy Railgun et Projectiles Too Fast to Dodge, ça me fait +3 d'ajouter ces 3 tags. Je me mets -1 avec mon Adrenaline Junkie pour reprendre exactement la même manière de procéder. Donc là, c'est moi en tant que joueur, je décide de me le mettre. Je me dis, ouais, là, je suis pris par l'adrénaline, je m'enlève Adrenaline Junkie. Bam, j'ai plus que +2. Mais maintenant, je suis aussi blessé 3. Et ben ce blessé 3, ça va m'amener à -1. Et donc, ces statuts vont avoir un impact non seulement sur les jets, mais en plus sur la progression de l'histoire. Parce que si j'arrive, par exemple, à l'équivalent de blessé 6, on pourrait dire pulvériser 6, bah, mon personnage, il va être mort. Et c'est pareil pour un de mes adversaires. Alors là, si on entre dans le détail du système, ça se complique un petit peu, mais en fonction de l'adversaire, vous allez avoir des fiches de profil, genre, je sais pas, cet adversaire-là, il suffit de l'amener à blesser 3 pour qu'il soit éliminé. Ou alors, il faut l'amener à charmer 6 pour pouvoir le convaincre. Vous voyez, vous pouvez créer, ça peut aussi servir un peu comme d'une barre de vie, vous voyez, les statuts. Et donc ça, c'est quelque chose qui va amener de la granularité, de la complexité. Et je pense que vous comprendrez mieux avec l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure. La seule chose qu'il faut retenir vis-à-vis de ces statuts, c'est que contrairement au story tag, enfin aux tags globalement, qui soient négatifs, positifs, etc., etc., les tags, on va tous essayer de les cumuler. Vous voyez, on va aller voir tous les tags négatifs, tous les tags positifs qui sont pertinents. Hein. Il ne faut pas commencer à être fouille-merde, à surinterpréter les trucs. On prend vraiment ceux qui sont évidents, négatifs, positifs, on les amène ensemble et ça nous donne le bonus ou le malus à notre jet de dés. On les prend tous en compte. Là où le statut, on prend que le statut le plus positif et le statut le plus négatif en compte. C'est-à-dire que si je suis blessé 3, je dis n'importe quoi, et fatigué 4, je vais pas avoir -4 et -3 pour arriver à -7. Je vais juste prendre le pire statut qui s'applique à ce que j'essaie de faire à mon personnage à l'instant T, qui était fatigué 4, et ça va me donner -4. Et c'est pareil pour le positif. Si à côté j'ai, je sais pas, sous drogue militaire, j'en sais rien, 5, un truc qui devrait m'aider pour le combat, vous voyez, et que je suis fatigué 4, je vais avoir fatigué 4, donc -4, et en même temps, sous drogue militaire 5, là, et je vais avoir +5, donc si on prend les deux statuts, là, ça va mener à +1. Donc on prend le pire statut qui s'applique à nous, et le meilleur statut qui s'applique à nous, plus tous les tags positifs, négatifs, brrr, on calcule ça rapidement, et ça nous donne notre bonus, notre malus. Donc comme ça peut sembler lourd, mais en réalité, tout ça ne va pas il y a plein d'indications dans le jeu qui vont vous expliquer comment gérer ça. C'est-à-dire que là, typiquement, le fait, vous voyez que je sois fatigué 4, et qu'à côté, j'ai des sortes de... Je me suis soit fait des injections d'un truc qui me surexcite et qui me rend beaucoup plus efficace et énergique. Ça ferait que normalement, ces deux statuts n'existeraient sûrement pas et qu'en fait, ils joueraient l'un sur l'autre pour se faire diminuer, monter, qui se résumeraient en un seul statut plutôt que de cumuler deux statuts parallèles. Enfin bref, comme ça, c'est pas très clair, mais il y a plein d'explications dans le jeu. Voilà, j'essaie de vous le faire comme ça. On va aller à l'exemple. Je vais faire une sorte de petite scène easy peasy pour que vous compreniez bien. Et je pense que ça nous aidera pas mal. On se retrouve sur ma table de jeu de rôle avec, vous le verrez, je vous préviens, une fiche de City of Mist, qui est donc pas une fiche de Tokyo Other Escape,
mais je me suis dit que c'était plus sympa d'utiliser cette fiche parce que je l'avais en physique, etc. Mais en fait, c'est plus ou moins le même fonctionnement. En tout cas, les règles que je vous ai expliquées de Tokyo Userscape là, sont rétroactives sur City of Mist. Donc ça pourrait marcher dans City of Mist, en fait, les règles de Tokyo Userscape. C'est des gammes différentes, c'est le même système fondamentalement. Donc on va aller voir ça. Ok, donc on est parti pour un exemple, comme on avait dit. Donc vous voyez ici, j'ai une fiche de personnage, une fiche de pré-tiré de City of Mist. Donc c'est pas Tokyo Userscape, hein, comme je vous expliquais. Vous voyez que grosso modo, c'est à peu près la même chose. En dehors du fait que ici, c'est des indications pour aider le joueur à jouer, tout simplement. C'est un peu des sortes de petits tutos et tout. Donc on va ignorer. Vous voyez qu'il n'y a pas le truc de loadout là d'équipement qu'il y avait dans Tokyo Userscape. C'est une des choses qui a changé et tout. Mais sinon, on a bien nos 4 thèmes. Donc là, on est sur la version française. On a bien nos 4 thèmes. Encore une fois, il y a une petite différence. Ici, on n'a que le mythe et la personne, on n'a pas le cyber, etc. Mais peu importe. C'est notre exemple. Donc on va jouer ce personnage qui apparemment a une croissance cellulaire accélérée, une résistance, c'est un ex-boxeur et il a subi un accident biochimique. Bon bref, encore une fois, c'est un petit peu différent. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ses atouts à lui, ils vont être ici. Tandis que ça va être ses nouvelles options qu'il pourra débloquer plus tard. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop là. Et ici, on a ces traits de contrainte. Donc, on va jouer globalement avec les traits qui sont ici. Et on va essayer de faire plusieurs petites scènes. Donc, admettons, on veut rester sur quelque chose de très très simple. Pour l'instant, on est en mode narratif, comme je vous l'expliquais. Et notre personnage, il veut s'infiltrer dans, je sais pas, un bunker. Voilà. Donc, on a un bunker. Et ce bunker, on va lui donner des petits traits, genre caméra de sécurité et porte blindée. Caméra de sécurité et porte blindée. Et pour l'instant, on se dit, ouais, on est un peu en mode, on a envie de la jouer assez narrative, pas mettre trop de granularité. On veut faire assez vite. Et donc, on veut faire ça en un jet de dés finalement et voir s'il y a des conséquences, etc. Alors, on peut regarder un peu ce que notre personnage, il a qui pourrait l'aider. Par exemple, il est énorme, ce qui va sûrement pas l'aider. Il peut faire pousser de nouveaux membres, ce qui, on va dire, ne peut pas l'aider parce que lui, ce qu'il veut, en fait, c'est passer la porte blindée sans se faire repérer. C'est ça l'enjeu. La croissance musculaire instantanée, ça, peut-être que ça pourrait l'aider à défoncer la porte, on ne sait pas. Faire pousser une armure d'os, bof. Régénération accélérée, bof. Modifier la texture et la couleur de sa peau. Ah, ça c'est intéressant pour s'infiltrer. Ensuite, c'est une ancienne star, il a des relations dans les médias, il est plein de rage, c'est un parieur, il a un sacré crochet du droit et il fait de la boxe. Bon, très bien. Donc, ce qu'on va dire, c'est que pour s'infiltrer, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à passer les portes blindées. Sans quoi il va devoir les défoncer, ce qui va le faire qu'il va se faire repérer. Et donc il va simplement essayer de trouver, je sais pas moi, un contact. Il a des relations dans les médias. Bon, on va dire qu'il va infiltrer un truc dans les médias, j'en sais rien. C'est une ancienne star. Et donc on va essayer de voir s'il trouve quelqu'un qui peut lui offrir une carte magnétique qui pourrait lui permettre d'ignorer les portes blindées. Vous voyez par exemple. Et donc je fais 7 plus ancienne star plus relation dans les médias, donc 2 tags qui sont positifs, ça me fait un total de 9. Et donc on va dire que voilà, j'ai réussi, mais qu'il y a une conséquence. La conséquence, c'est que je vais avoir une dette envers la personne qui m'a filé ce truc. Donc ça, c'est plutôt un truc narratif. J'ai pas besoin d'écrire des trucs et tout, ce sera peut-être pour plus tard dans la campagne et tout. Mais on va dire que du coup, la conséquence positive, c'est que j'aurai pas vraiment à gérer la porte blindée. Hop, bon, je l'enlève pas, mais normalement le tag pourrait rester. Mais on pourrait considérer qu'avec ma petite carte, là, je peux l'ignorer, etc. Donc, vous voyez, là, je suis pas en train de faire vraiment appel aux règles crunchy, etc. J'applique juste la logique. Et du coup, maintenant, pour m'infiltrer, je vais juste avoir besoin d'éviter un peu les caméras de sécurité. Et donc, le jour J, j'essaye d'entrer sans défoncer la porte parce que maintenant, j'ai ma petite carte magnétique. Et je vais modifier la texture et la couleur de ma peau pour entrer là-dedans. Mais il y a des caméras de sécurité. Ça me fait un -1. Donc, j'ai plus 1, -1, j'ai plus 0. Et je fais un 4. Et donc, c'est catastrophique. Conséquence, bam, bam, bam. Mon infiltration a complètement échoué. Voilà. Donc là, on a géré voilà, les conséquences narratives comme dans du jeu de rôle un peu pré-classique. On arbitre un peu à la volée. Ok, je te mets ce bonus, je te mets ce malus par rapport au tag qu'on a mis, par rapport à tes bonus, etc. Maintenant, on entre dans une phase de combat parce que je me suis fait repérer. Bon, dans tous les cas, j'aurais fait un combat même si je ne m'étais pas fait repérer. Parce que je dois vous expliquer ce qui se passe. Mais là, on va se dire qu'on a un adversaire et qu'on a envie de combattre un petit peu plus. Et donc, on va dire que le mec qui protège le truc, c'est Zorg, le cyborg. Ok, on va dire que c'est un méchant. Il a comme trait pour lui,
il a encaisse la douleur et il a genre bras tronçonneuse. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Il a des bras tronçonneuses. Waouh, la tronçonneuse. Ok. Et on va dire que Zorg le cyborg, on peut le contourner, le battre un peu comme challenge en l'amenant, je sais pas moi, à 4 de statut. Pour le battre au corps à corps, il faut le défoncer. Bon, après, vous pourriez mettre d'autres trucs. Par exemple, le cyborg, vous pouvez vous dire que pour le convaincre, il faut atteindre un statut 3 en persuadé. Je sais pas. Ça, en fait, vous voyez, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce dont on parlait plus tôt, ce sont les statuts. C'est un peu comme des sortes de barres de progression pour atteindre un objectif. Et grosso modo, là, on va dire que c'est une bagarre. On va faire simple. Pour battre Zorg le cyborg, il faut que je l'amène à défoncer 4. Ok. Donc là, en tant que MJ, je dois respecter plus ou moins un truc qui va se répéter à chaque tour de table, etc. C'est qu'on va commencer par establish, c'est-à-dire définir un petit peu la situation. Il va y avoir l'action d'un joueur, je vais lui passer le spotlight. Ensuite, il va y avoir les conséquences, quoi. On va définir ce qui se passe finalement, et puis on va continuer le tour de table. Donc là, imaginons mon joueur, il joue là Mitosis, là, le bonhomme ultra baraque, je sais pas quoi. Et il se bat contre Borg le cyborg. Donc moi, je décris au joueur, t'as réussi à infiltrer le bunker, mais alors que tu pensais ne pas t'être fait repérer, etc., Zorg le cyborg, il était aux caméras, il t'avait repéré, et en fait, il te tend une embuscade. Il referme toutes les portes blindées du bunker autour de toi pour te coincer dans une pièce et t'affronter en one-to-one. Donc on va dire que moi, mon personnage, enfin le personnage de mon joueur, ou peu importe, il aurait un truc genre, un état qui est... surpris 1. C'est-à-dire qu'il va avoir cet état négatif au début du combat parce qu'il est vraiment pris par surprise. Donc je lui dis, ok, Zorg le cyborg, t'as coincé dans une pièce, toutes les routes sont barrées, les portes blindées sont bloquées, etc. Qu'est-ce que tu fais? Et mon joueur, on va dire qu'il veut se battre. Il pourrait essayer de péter les portes blindées et à ce moment-là, je modifierai le challenge en fonction de la manière dont il veut approcher la scène. Mais on va dire qu'il veut se battre. Donc j'ai établi la situation. Maintenant, lui, il va décider de ce qu'il veut faire. Il dit, ouais, j'essaye de foncer sur Zorg le cyborg pour lui foutre une énorme patate et lui décrocher la tête. On reste très très simple. Hein. Et donc, il a par exemple le trait énorme, il a le trait box, il a un sacré crochet du droit. Ça lui fait déjà 3 trucs qui sont plutôt pas mal et il a même plein de rage. Donc on va dire qu'il est à plus 4, notre personnage, parce qu'il a pris ces 4 traits pour aller défoncer Zorg le cyborg. Par contre, Zorg le cyborg, il a encaissé la douleur. Et donc, ça nous fait un -1. Donc, on était à plus 4, on arrive à plus 3. Et en plus, je suis surpris, ce qui est plutôt négatif pour mon personnage. Et donc, ça va me mettre un -1 pour le moment. Alors moi, en tant que MJ, je pourrais tout simplement dire, ouais, ça va durer qu'un tour, au prochain tour, ton surpris, il est parti, etc. On peut arbitrer, etc. Donc d'ailleurs, on va dire ça. On va dire que ce surpris 1 ne s'applique qu'au premier tour. Donc là, je vais être que à plus 2 pour aller taper Zorg le cyborg. Je jette 2 dés et je fais 10. Ah bah ça, c'est top. Et donc, je fais 12 au total, ce qui est parfait. Ce qui fait que je réussis et je ne subis aucune conséquence en retour. Comme j'avais 2 points de pouvoir à la fin, puisque j'avais 4, -1, -1, j'étais arrivé à 2, que j'ai additionné avec mes 2d6, il me restait 2 points excédentaires, et en gros, avec ça, je vais pouvoir acheter des effets. C'est là qu'on entre dans le truc un peu granulaire. Et donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais mettre à Zorg le cyborg l'état cogné, voilà. Donc je sais que je dois arriver à 4 pour battre Zorg le cyborg pour qu'il soit défoncé. Mais pour l'instant, Zorg le cyborg, il a cogné 2. J'ai investi mes 2 points dans un statut cogné 2 qui s'applique à Zorg le cyborg. Et donc pour créer un statut comme ça, vous voyez, cogné 2, il me suffit d'investir, c'est 1 pour 1 le taux de change, entre guillemets. Donc comme j'avais 2 points, je crée cogné 2. J'aurais pu, avec 2 points, ne pas créer un statut, mais plutôt venir péter, par exemple, un story tag. Par exemple, j'aurais pu, je sais pas moi, venir péter son bras, un de ses bras tronçonneuses, par exemple. Ça aurait pu être une approche. Mais là, je décide juste de lui appliquer un cogné 2. Les méchants ne jettent jamais les dés. Dans City of Mist, le MJ ne jette pas les dés. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que j'avais établi une situation. Mon joueur, il a fait une action. Et il n'y a pas eu de conséquences négatives pour lui. Et donc, techniquement, je devrais retourner ici pour lui faire rétablir la situation, et ce serait à nouveau au personnage de mon joueur de jouer. Quand est-ce que les méchants agissent, du coup? Vous vous demandez peut-être. Bah, en fait, c'est simple. Si j'avais pas fait un aussi bon jet de dés, il aurait pu avoir une conséquence si j'avais fait 9 ou moins. Et dans ce cas-là,
le bad guy, par exemple, aurait pu faire une action. En fait, là, c'est un peu le MJ qui dit, bah voilà, il y a une conséquence. Donc le bad guy, ça aurait pu être, ouais, t'arrives à taper Zorg le cyborg, mais lui, il te rend les coups, par exemple. Et à ce moment-là, on aurait continué dans la narration. Et en fait, mon joueur, je lui aurais dit, bah, il essaie de te frapper de ces deux tronçonneuses. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu fais, tout simplement? Et donc, dans ce cas-là, admettons, j'aurais fait 9, je sais pas. Ça m'aurait pas empêché de faire le cogner 2, vous voyez, parce que j'aurais quand même réussi, vu que j'aurais fait entre 7 et 9. Mais lui, il aurait pu, enfin, moi, en tant qu'MJ, j'aurais pu décider d'une conséquence, une sorte de contre-attaque, n'importe quoi. Et donc, j'aurais pu dire, ok, Zorg le cyborg, en fait, il arrive et il vient te faire une plaie ouverte 3. C'est la conséquence de ton action. Plaie 3, on va dire. Et à ce moment-là, le PJ, immédiatement, il aurait pu essayer de mitiger cette conséquence, refaire un jet de dés, genre par exemple, en disant, moi je peux faire pousser de nouveaux membres, j'ai une croissance musculaire instantanée, j'ai une régénération accélérée, et donc je vais venir réduire cet état que m'a infligé Zorg le cyborg. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas fait un jet qui mettait une conséquence, donc en fait c'est tout de suite à nouveau à mon joueur de jouer. Un autre moment où il peut y avoir des conséquences, au-delà du fait qu'un PJ rate un jet de dés, c'est si je lui ai indiqué une menace et qu'il l'a ignorée. Par exemple, j'aurais très bien pu décrire Zorg le cyborg, genre en mode, il met ses deux bras tronçonneuses entre toi et lui et il se prépare à t'accueillir, quoi. Il va te découper si tu lui fonces dessus. Dans ce cas-là, si mon joueur il avait dit, je fonce sur Zorg le cyborg, je lui fous des patates, bah, j'aurais pu lui dire, ok, mais t'as ignoré le fait qu'il avait des bras tronçonneuses et donc je te fais une conséquence quand même. Alors que si par exemple, mon joueur avait dit, ok, je vais d'abord essayer de lui arracher ses bras tronçonneuses et de lui enlever ça, là, oui, son trait de bras tronçonneuse, et qu'il avait réussi son GD, là j'aurais pas pu faire la conséquence, tu te prends des coups de bras tronçonneuse, à moins qu'il échoue au GD, parce qu'il a vraiment fait face à un danger que j'avais établi, il l'a pas ignoré. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les méchants, le MJ, etc., viennent faire des conséquences quand le joueur rate des GD, ou quand il ignore certaines composantes de la scène, une menace en fait, tout simplement, c'est ça le terme technique, a threat, une menace qui avait été faite. Bon, j'ai bien dérivé, donc revenons-en à ce qu'on a fait. On avait établi la scène, mon joueur a fait une action, il a jeté les dés, il a mis cogné 2 à Zorg le cyborg, il n'y a pas eu de conséquences, paf, on retourne à Establish. Donc là, Zorg il s'est fait frapper au visage, et donc je dis à mon joueur, Zorg va essayer de refermer ses bras tronçonneuses sur toi d'une minute à l'autre. Tu es passé dans sa garde, mais maintenant que tu es au corps à corps avec lui, il a l'avantage de ses bras tronçonneuses et va essayer de totalement te découper. Qu'est-ce que tu fais? Là, mon joueur, il pourrait très bien dire, je continue à taper Zorg le cyborg, mais je lui ai fait une menace. Et donc ça veut dire que peu importe ce qu'il va faire, s'il n'arrive pas à neutraliser Zorg le cyborg, moi derrière, je vais pouvoir mettre ma menace à exécution. Et donc mon joueur, ce qu'il dit, on va dire qu'il dit, j'essaie d'immobiliser complètement Zorg le cyborg, en faisant pousser des nouveaux membres pour avoir 4 bras et venir complètement le maîtriser et neutraliser ses membres à lui en fait, tout simplement. Et donc pour ça, il a quoi comme trait? Il a juste faire pousser des nouveaux membres et éventuellement croissance musculaire instantanée et énorme. Donc 3 traits positifs, donc on serait à plus 3. Par contre, il a différents traits de contrainte et on va dire que mon joueur il va en activer un. Par exemple, il a un trait négatif qui est vulnérable après son crochet du droit. Donc, il l'utilise, ça lui donne un -1, mais il va pouvoir gagner de l'XP dans son truc Xboxer. On va pas parler d'XP là, etc. Mais donc, du coup, ça me faisait plus 3, -1. Maintenant, ça m'amène à plus 2. Mais j'ai aussi un plus 2 parce que Zorg le cyborg, il est cogné 2. Il est déjà plus en très bon état, donc je peux exploiter ça, ce qui m'amène à plus 4. Donc, j'enchaîne bien Zorg le cyborg là. Je jette les dés et là, malheureusement, je fais que 4. Plus 4, 8. Donc là, j'ai une réussite, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai fait 8, mais j'ai des conséquences aussi. Donc j'avais dit que mon objectif, c'était d'immobiliser Zorg le cyborg, et donc je vais lui mettre maîtriser 2, lui péter son bras tronçonneuse à Zorg le cyborg. Voilà ce que je décide de faire de mes 4 points. Mais maintenant, je dois subir une conséquence quand même, puisque j'ai fait un échec mitigé. Donc, je pense que je lui ai arraché ses bras tronçonneuses, donc il va pas pouvoir venir me découper davantage. Zorg le cyborg, ça peut pas être ça la conséquence. Néanmoins, il va pouvoir me mettre une sorte de gros coup de pied dans les valseuses. Et donc, au lieu de me faire une plaie 3 comme je l'avais imaginé tout à l'heure, eh ben, on va dire qu'il essaie de me mettre un gros coup de pied entre les jambes, qui me mettrait un statut 2, on va dire. Mais moi, je peux encore le mitiger. Je vais faire pousser une armure d'os pour bloquer. Je me fais une petite coquille là une petite coquille de lutteur. Petite coquille d'arts martiaux là. Donc j'ai plus 1.
Je fais 6 et 5. 11 plus 1, 12. C'est parfait. Et donc, je vais mitiger ça. Et au lieu d'avoir un gros coup dans les valseuses, je vais juste je vais pouvoir réduire de 1 vu que j'avais 1 de pouvoir. C'était chaud. Je vais dire que mon personnage, il commence à être, je sais pas, un truc genre fatigué. Voilà. On va essayer de garder l'exemple simple. Donc, normalement, je devais prendre une conséquence à 2. Je l'ai mitigé avec mon jet de dés. Je l'ai réduit de 1 et donc je suis fatigué 1 maintenant. Et ainsi de suite, ça va avancer. Alors là, à tout moment, bien sûr, je peux décider de contourner Zorg. Je suis pas obligé d'amener jusqu'à défoncer 4, etc. Et vous voyez un petit peu comment ça progresse. Si je veux vraiment neutraliser complètement Zorg, là, je pourrais enchaîner, le réattaquer peut-être. Alors d'abord, le MJ rétablirait la situation. Moi, je pourrais décider d'attaquer, de profiter des statuts. J'aurais un -1 parce que je suis fatigué, mais peut-être un +2 parce que je maîtrise déjà Zorg, etc., etc. Et on avancerait comme ça jusqu'à ce que je l'amène à l'état 4 défoncé, par exemple, que j'arrive à le persuader 3, ou peut-être qu'il y a mon PJ dit, ouais, est-ce que je peux contourner Zorg ou péter la porte? Et je vais dire, pour péter la porte, il va falloir lui infliger un statut 3 défoncé à la porte. Je sais pas. Genre, c'est comme ça qu'en fait, on va avancer en créant, en fait, entre guillemets, des taux de complétion de certaines tâches, des statuts, des machins et tout. Donc ça peut être une certaine gymnastique au départ, mais une fois que vous l'avez bien en main, ça devient une seconde manière de réfléchir le gameplay, sachant que vous mettez autant de mécaniques que vous voulez parce que vous pouvez toujours en rester à ça. En fait, si vous en restez à ce qu'on a fait pour l'infiltration, là, juste additionner des bonus, des malus et gérer en un jet de dés, c'est l'équivalent de 2d6 plus bullshit en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, cette seconde partie, plus tactique avec des jauges de progression, etc., c'est quand vous voulez densifier la scène. C'est pas quand il y a un combat, vous êtes obligé d'utiliser ces règles-là. Non, c'est quand vous voulez que ce combat il soit plus complexe, qu'il y ait plus de tactique, etc., vous pouvez utiliser ces règles-là. Mais dans l'absolu, vous pouvez tout gérer avec la base qu'on a fait pour l'infiltration, genre juste j'ai des bonus, des malus, paf, jette les dés et on passe à la scène suivante. Une petite subtilité à noter. Quant au statut là dont on a parlé, alors ça c'est des cartes de statut de City of Mist, c'est pas un très bon exemple. C'est qu'en fait, techniquement, le mieux pour représenter l'évolution de vos statuts, c'est par exemple si on veut faire un statut blessure pour défoncer Zorg le cyborg là. En fait, comme on le disait, vos statuts ils sont notés de 1, 2, 3, 4, 5, ils sont notés sur 6. Hop. Admettons au premier coup, j'ai réussi à lui faire un cogné 2 à Zorg. Voilà. Donc, je mettrai une petite croix ici. Je l'ai amené à 2 et mon objectif, on a dit, sa limite de blessure à Zorg, c'est 4. Admettons au tour suivant, j'inflige une blessure 1 ou 2. Qu'est-ce qui se passe? Si j'inflige une blessure, vous voyez bien qu'ici, il y a une question de cumuler les blessures, en fait, pour atteindre le 4. C'est un peu comme une barre de vie, en fait, tout simplement. Ou une barre de progression d'une tâche, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, je refais 2 ou si je fais 1? Parce que si je fais 3, c'est simple. Si derrière, je mets une blessure 3 à Zorg, paf, je coche. Et si derrière, je fais une blessure 4 à Zorg, paf, je coche le 4 et c'est gagné. Et maintenant, admettons, j'étais à 2 et je refais une blessure 2. Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai déjà rempli une blessure 2, si je refais une blessure 2, je passe à une blessure 3. Et si, par exemple, je refais une blessure 2, j'ai déjà fait une blessure 2, donc je devrais faire une blessure 3. Et comme j'ai déjà fait une blessure 3, je fais une blessure 4. C'est-à-dire que quand une case est déjà cochée, vous allez à la case suivante vers la droite. Pareil, si je reprends le même exemple, j'ai fait une blessure 2 et maintenant je fais une blessure 1. Pour l'instant, la blessure 1, elle n'est pas cochée. Donc je vais commencer par cocher la blessure 1. Et là, je refais une blessure 1. Blessure 1, c'est déjà fait. 2, c'est déjà fait. Là, ok, je peux cocher 3. Etc., etc. Donc vous voyez que c'est pas si par exemple j'ai un personnage qui frappe très très fort au début du combat et que je fais tout de suite une blessure 3, mes copains qui tapent un peu moins fort, si moi je suis neutralisé, ils peuvent quand même essayer de continuer le combat et de faire 1, puis ensuite ils refont 1 et comme il y avait déjà 1, ils font 2, etc. et ils peuvent continuer à grimper comme ça. De la même façon, si je me soigne, admettons Zorg, il est comme as, tac 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 tac. Et en fait, on lui a fait une blessure 1. Il y a mon pote, le nerd, qui lui a mis un coup de béquille. Il lui a fait une blessure 1 et moi, je lui ai mis un énorme star dans la tronche, là. Et il a déjà une blessure 3. Et là, à ce moment-là, Zorg, il utilise, je sais pas, un pouvoir, il a un allié qui le soigne, etc. Il se soigne de 1. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va tout décaler vers la gauche. Donc, ça veut dire que la blessure 1 va disparaître et la blessure 3 va devenir une blessure 2. Donc, on peut aussi se soigner. On peut faire avancer dans un sens comme dans l'autre.
Alors, deux petits trucs que vous pouvez remarquer tout de suite, c'est quid des PJ? Qu'est-ce qui se passe pour les PJ par rapport au statut? Quand est-ce que meurent les PJ? Parce qu'on n'a pas vraiment de point de vie. Là, c'est simple, la règle de base, c'est que les PJ, en fait, ils sont complètement neutralisés. S'ils arrivent à un statut 5, ça c'est neutralisé. Et s'ils arrivent à un statut 6, ils sont morts. Et ça, c'est pas forcément des blessures telles que des dégâts, etc. C'est-à-dire que si par exemple, je suis charmé par une créature ennemie, genre je sais pas, la méduse, j'en sais rien. Genre il y a la méduse qui essaie de me paralyser, bon bah je pourrais être immobilisé 3, vous voyez. Ensuite, je suis pétrifié. Ensuite, je passe à immobiliser 4. Au moment où elle m'amène à immobiliser 5, on peut considérer que je suis pétrifié. Donc là, je suis complètement neutralisé, je peux plus rien faire. Et si elle m'amène à pétrifier 6, là, je suis mort. Ça peut être pareil pour un charme. Je tombe complètement sous le contrôle d'une créature. Pour des dégâts, bah, je suis complètement mort, etc. Donc vos PJ aussi vont pouvoir avoir des statuts comme ça. On ne va pas à proprement parler de barre de vie. Mais vous, en tant que MJ, vous allez pouvoir leur infliger des conséquences sous forme de statut. Que vous allez graduer comme ça. Et si à un moment donné ils arrivent à 6, ils sont morts. Ce qui aussi, vous le remarquerez si vous avez un petit peu suivi et si je me suis pas trop planté dans mes explications, j'espère que c'est compréhensible parce que c'est pas évident comme ça d'expliquer sans jouer. En fait, je pense que le jeu est très très simple, mais il est beaucoup plus facile à comprendre quand on y joue que quand j'explique comme ça. J'en ai bien peur. Vous me direz, peu importe. Un truc que vous aurez pu remarquer, c'est qu'il y a un côté un peu spirale de la mort. C'est-à-dire que une fois que genre il y a un mec, il est blessé 3, ça veut quand même dire qu'il a moins 3 à tous ses jets de dés. Et donc, c'est-à-dire que s'il y a un mec, il est blessé 3, un méchant, bah, ça veut dire que j'ai plus 3 maintenant pour le taper à chaque fois. Parce que j'ai un statut duquel je peux profiter. C'est le fait qu'il soit blessé 3, donc je peux mettre plus 3 à tous mes GT, et donc ça accélère vachement le fait que je puisse le neutraliser. De la même façon, si moi je suis blessé 3, ça veut dire que j'ai moins 3 à tous mes GT tant que je suis pas, on ne vient pas me soigner, etc. Et en fait, c'est by design, c'est-à-dire que dans l'univers cyberpunk, etc., il y a ce côté spirale de la mort, donc ça peut aller très très vite. On a vite des gros malus, on peut vite avoir des gros bonus si on a frappé le premier et on a bien frappé, etc. Maintenant, il y a une règle optionnelle que vous pouvez utiliser, c'est considérer que les statuts que vous utilisez un peu comme des limites. Genre par exemple, la barre comme ça de progression des blessures du méchant, vous pouvez considérer que c'est un statut spécial qui en fait représente réellement ses PV, mais qu'on ne l'utilise pas pour lui donner des bonus et des malus. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si je devais recombattre Zorg le cyborg, regardez, c'est lui. C'est Zorg le cyborg. Waouh, incroyable. Si je devais recombattre Zorg le cyborg et que je considérais que les statuts qui servent de limite pour savoir si j'ai réussi à le battre ou non ne comptent pas comme bonus ou malus, c'est-à-dire que en fait, quand je l'aurais fait blesser 3, je pourrais pas capitaliser sur cet avantage. Et que si je veux lui provoquer un statut qui m'aide vraiment, bah, je dois faire un truc genre maîtriser 2. Genre par exemple, le fait qu'il soit maîtrisé, ça l'amène pas à perdre de la vitalité en soi. Et donc, je peux, dans ce cas-là, considérer que ce statut, c'est un bonus. J'ai plus 2 maintenant qu'il est maîtrisé pour lui faire des nouveaux trucs à Zorg le cyborg. Je peux différencier, en gros, on va dire, le taux de complétion pour le tuer, ou le convaincre, ou le machin, en faire une sorte de statut spécial, on va dire, qui sert à suivre la progression. Je dois arriver à 4. Et à côté, créer d'autres statuts qui, eux, servent juste à me donner des bonus, genre par exemple maîtriser, etc. Tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Donc voilà. Et en fait, j'allais faire un autre exemple avec une course-poursuite, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour du truc. J'ai peur d'avoir donné déjà beaucoup d'informations, j'espère que c'était clair. J'espère ne pas m'être trompé, parce que, encore une fois, le jeu, je n'ai joué qu'une fois à City of Mist en one-shot, et Tokyo Escape, j'y ai pas encore joué. Donc j'ai pu me planter sur quelques petits détails. Mais ce que j'ai envie de souligner ici, c'est que, en gros, ce qui est très très cool avec ce système pour moi, c'est qu'il est flexible. C'est-à-dire que vous avez bien vu qu'en fonction de la complexité que j'ai envie de donner à une scène, je peux ou non utiliser des règles spéciales, des règles qui viennent complexifier les choses, etc. C'est un système qui se base surtout sur des mots plus que sur des chiffres, dans le sens où tous les tags, là, le fait qu'il est bras tronçonneuse, encaisse la douleur, que moi, mon personnage, il ait pu avoir, je sais pas, box, faire pousser de nouveaux membres, etc. C'est pas des méga capacités et tout, c'est juste une phrase qui, narrativement, va me donner un pouvoir mécanique, en fait. Et donc, ça fait que quand vous créez un monstre, etc., vous n'allez pas vous contenter. Alors, ça peut sembler être plus compliqué, finalement, être une contrainte à vous voir, soit le choix est vôtre. En fait, quand je vais définir un monstre, au lieu de dire il a plus 5 pour toucher, je vais dire genre qu'il est, le monstre, il est rapide, il est imprévisible, ce genre de truc.
et je sais pas, il a maître bretteur. Voilà, il est maître bretteur. Et en fait, tout ça pour attaquer, renforcer mon monstre. Ça fait que mon joueur, si par exemple il doit esquiver le monstre, parce que j'ai décidé qu'une des conséquences du monstre, c'est que là il allait mettre play 3 à mon joueur. Ça c'est l'attaque de mon monstre, je ne jette pas les dés, je rappelle. Si mon monstre il va infliger play 3 à mon joueur et que mon joueur il veut esquiver, bah il aura -3 parce que le monstre est rapide, imprévisible et maître bretteur. Et ça en dit plus en soi sur le monstre que +3, vous voyez. Donc ça permet de réinterpréter, de remettre en avant ce côté narratif, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc flexibilité, on utilise des mots. Et l'autre truc que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une forme de granularité que peut-être il y avait moins dans 2D6 plus bullshit. Parce que moi, mon but avec 2D6 bullshit, c'est de faire vraiment de l'extra narratif. Là, voilà, vous pouvez cumuler les petits points un peu et vous avez quand même un côté un petit peu plus tactique. Genre, ouais, moi j'ai ce trait-là, attends, je vais détruire ce trait-là du monstre pour que tu n'aies plus le malus pour ta prochaine attaque et tout. Et même dans la création de personnages, vous pouvez cumuler toutes sortes de traits positifs, négatifs et vas-y que je brûle ce trait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris dans l'exemple, j'aurais pu brûler un de mes traits, genre dire ouais, je brûle mon trait boxeur pour avoir +2. Enfin, après, il y a plein de subtilités en fait qui vont venir s'ajouter vous allez pouvoir utiliser toute la granularité. Comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez dire que pour une course-poursuite, eh ben, pour réussir à fuir, il faut réussir à atteindre un statut, je sais pas, 5 en sécurité, vous voyez. Et que du coup, les PJ, quand ils jettent des dés, ils essayent d'augmenter le statut en sécurité, vous voyez. Mais que quand vous voulez voir dans combien de temps la bombe va exploser, vous pouvez dire à chaque tour, la bombe avance de 1 dans le statut, explose, vous voyez. Et il peut y avoir un PJ qui fait des GD pour essayer de ralentir l'explosion de la bombe, etc. Et en fait, quand vous allez vouloir créer des scènes un petit peu complexes avec pas mal de choses en même temps et tout, bah vous allez pouvoir gérer ça en fait avec vos outils que vont être les tags et les statuts, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps, qui ne sont pas des règles encombrantes sur toutes les phases de jeu, que vous pouvez venir mettre en place au goutte à goutte. Ce qui fait que, ouais, moi je trouve ça ultra intéressant. Ça vient vraiment mettre de la subtilité et tout. On peut avoir différents styles de jeu avec le même système. Et alors, on verra les PDF une prochaine fois. Si les PDF, voilà, justement, comme il y a ce côté très flexible et tout, donnent l'impression d'un jeu qui peut être complexe, etc., c'est parce que c'est des jeux qui, comme ils sont un peu récents, entre guillemets, qui sont pas forcément mainstream, ont besoin de s'expliquer un petit peu, hein, tout simplement, mais qui sont pourtant très simples. Il y a des jeux, il y a énormément de textes, ils ont besoin de s'expliquer et ils restent complexes une fois qu'on les a compris. Je pense que Tokyo Other une fois qu'on l'a compris, c'est vraiment très simple et que l'épaisseur du bouquin ne devrait pas vous décourager. Moi, quand j'ai lu le PDF, je me disais, ah là là, il y a beaucoup d'informations qui sont répétées, beaucoup d'exemples. Ça peut être un peu lourd au début à lire, mais en fait, voilà, c'est vraiment plus de l'explication. Parce qu'une fois que vous avez compris le principe, vous voyez, c'est très simple. Peut-être là, j'ai raté 2-3 subtilités, vous voyez, mais avec la pratique et tout, vous allez pouvoir venir densifier tout ça. Et ce qui est très sympa, c'est que pour la création de perso, qui peut aussi sembler un peu complexe, vous voyez, trouver tous les tags là pour vos personnages et tout, bah, typiquement, City of Mist, il vient avec tout un panel de personnages pré-tirés, genre Post-Mortem, Declan Strange, des personnages qui pètent la classe dès le départ, et qui vous donne de très bons exemples de justement comment vous pouvez créer vos personnages avec différents tags et tout. Mais bon, tout ça, ça viendra si je continue à vous parler de ce jeu, etc. après l'avoir testé. Si ça me plaît vraiment un peu plus sur le long terme, après les one-shots et tout, on pourra peut-être aller plus dans tous ces détails. Tout ça pour dire que je suis bien chaud pour y jouer et que je suis très content qu'on se soit débarrassé des moves, etc. de City of Mist. Parce que là, tout ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est une version simplifiée de City of Mist, dans le sens où dans City of Mist, à chaque moment, vous disiez, attends, là je suis en train d'enquêter, donc il faut que j'aille voir le move d'enquête, enquêter, d'accord, enquêter, si je fais un 6-, ça fait ça, si je fais un 7-9, ça me donne 2 points à répartir dans machin. Alors là, ça a été vraiment simplifié. C'est soit vous jetez 2d6 plus moins vos malus, et vous voyez ce qui se passe direct dans la narration, soit vous jetez 2d6 plus moins malus, et vous créez un effet mécanique, grâce à une boîte à outils qui vous propose plein d'effets différents pour gérer les situations, et vous appliquez cet effet. Et c'est là que vous, en tant que MJ, vous allez avoir votre mot à dire sur le rythme, etc. Vous avez plein d'outils pour gérer le rythme, créer des scènes différentes. Voilà, je retourne à ma webcam. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que l'exemple vous a aidé, que j'ai bien expliqué, autant que faire se peut. C'est pas toujours facile d'expliquer comme ça, sans jouer un jeu qui peut être très différent de ce à quoi on est habitué. Si on vient par exemple de l'actual play ou de jeux genre classiques, type Cthulhu, Donjons et Dragons, qu'on baigne un peu là-dedans.
J'espère que c'était quand même clair. J'espère que ça vous a donné, ça a éveillé votre curiosité sur le jeu, que ça vous a peut-être donné envie de tester. Moi, en tout cas, j'ai hâte de tester. Je pense que lorsque une de mes campagnes Shadow Dark arrivera à terme, je lancerai peut-être même une campagne de Tokyo Otherscape. Mais entre-temps, je pense que je ne vais pas avoir la patience d'attendre et que je ferai sûrement des petits one-shots, des petits trucs comme ça. Et que peut-être en parallèle de Shadow Dark, auquel je compte continuer à jouer, parce que c'est vraiment deux mondes très très différents. L'un, c'est un jeu assez narratif, hyper concentré sur les personnages, sur sur les scènes en fait. Très narratif dans le sens où, vous l'avez bien vu au fil de mon explication, en fait, un heavy railgun, c'est la même chose qu'un katana en soi, sauf si on ajoute des traits à ce katana, etc. Donc c'est vraiment qu'on définit les choses par leur importance narrative. C'est là où je parle de trucs narratifs. Quand je dis character centered, c'est parce que il y a que les PJ qui jettent les dés. Très globalement, on est sur un truc hyper basé sur l'identité des personnages. C'est vraiment les personnages, leur groupe, etc. qui vont définir beaucoup de choses sur notre campagne. Bref, c'est très différent de Shadow Dark, où on est là sur un jeu où les règles essayent de définir les choses de manière beaucoup plus matérielle, finalement, qui je trouve beaucoup plus propice à l'exploration au bac à sable. Voilà. Vous avez bien compris, c'est deux univers complètement différents et c'est deux trucs que j'ai toujours kiffé. Et là, le fait que Tokyo Otherscape arrive, ça va me permettre de pousser un peu plus loin là-dedans parce que 2D6 plus bullshit, c'était ma manière à moi de jouer un petit peu comme ça sur des petites campagnes. Mais Tokyo Otherscape, je pense qu'il en a sous le capot. Quand je vous montrerai les PDF, etc., peut-être quand il y aura enfin le PDF final et tout, vous en verrez sûrement plus. Vous verrez que c'est un jeu en plus qui permet énormément de customisation de personnages. C'est une grosse différence avec Shadow Dark, hein. Encore une fois, Shadow Dark, on crée des personnages rapidement et on se concentre vraiment sur ce qu'on fait dans l'univers. Je pense que Tokyo Otherscape et tout, il va beaucoup plus plaire, par exemple, à ceux qui aiment bien fignoler, se mettre le petit tag, le petit machin, le petit truc. Vraiment, le côté un peu, le côté un peu cara design, vous voyez. On découvrira ça dans les PDF. On regardera peut-être un petit peu l'univers, même si honnêtement, je sais même pas si j'ai envie de jouer dans le setting de Tokyo Otherscape. Moi, je préfère toujours créer mes trucs. Mais bref, on en verra sûrement plus par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire si vous avez kiffé cette présentation, si vous avez testé Tokyo Otherscape ou City of Mist, si vous avez backé par exemple Legends of the Mist là qui est en ce moment. Voilà. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en allant sur Tipeee et faire un petit don. Ce serait fort sympathique. Et ça permet de mettre du charbon dans la cheminée de la locomotive Le Bon MJ. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne partie de jeu.